Et donc, les D2N ont, disons avec d'autres, déposé un recours devant le Conseil d'État contre ce protocole d'accord. Parce que ce protocole d'accord pose, en fin de compte, plusieurs problèmes. Il pose, disons, quand on voit d'ailleurs le document du ministère retraçant les propositions, bien, on a des propositions qui sont internes à l'enseignement public concernant la mixité sociale, on a des propositions qui sont internes à l'enseignement privé, et donc il n'y a aucun lien entre les deux. Et c'est pourtant là la solution du problème. Pour résoudre la mixité, il faut trouver des solutions, disons, entre deux réseaux aujourd'hui qui sont complètement étanches, qui sont d'autant plus étanches que, en fin de compte, eh bien, on accorde là à l'enseignement catholique le droit de négocier au titre de l'ensemble des établissements, alors que dans la loi Debré, en particulier, qui crée justement ces deux réseaux, la loi Debré, en fin de compte, c'est un contrat passé entre un établissement et, disons, la puissance publique. En aucun cas, il n'y a de structure fédérale et encore moins de structure cultuelle. Et donc là, en fin de compte, depuis quelques années, on voit cette dérive où l'on procède par protocole parce que, eh bien, à l'origine, effectivement, il y a une interdiction de financement de l'enseignement privé. Le principe politique à école publique, fonds publics, école privée, fonds privés n'est pratiquement plus, disons, revendiqué par des organisations, sauf la nôtre, la Fédération nationale des D2N. Mais juridiquement, ce principe existe. Et pour déroger à l'interdiction de financement de l'enseignement privé, le juge administratif dit de façon constante: il faut, en fin de compte, une habilitation législative expresse pour financer des établissements d'enseignement privé. Sauf que, aujourd'hui, on voit bien, personne ne touchera à la loi dite Debré, et puis donc à la loi Carle qui a, donc je ne rentre pas dans le détail par rapport à la loi Carle qui a aggravé la loi Debré, et eh bien disons que la pratique, c'est justement de passer par protocole ou par accord, comme par exemple en 1992 avec les accords Langue-Cloupé. Et là aujourd'hui, avec les accords entre le ministère, le ministre et le secrétaire général de l'enseignement catholique. Eh bien, tout ceci, effectivement, pose problème parce que pour financer l'enseignement privé, il faut passer par la loi et non pas par protocole, parce qu'autrement, il y a une rupture d'égalité. Je crois que je vais arrêter là quand même pour laisser à mes collègues participer. Mais voilà, en gros, le fond du problème. Et je crois que la question, bien sûr, du financement de l'enseignement privé est au cœur de ce débat concernant la mixité sociale. Tout à l'heure, j'avancerai peut-être quelques propositions parce que, comme je vous l'ai dit, je vois mal aujourd'hui une organisation politique parvenir, même si elle le souhaitait, à, disons, abroger la loi dite Debré, même si, effectivement, eh bien, les militants laïcs revendiquent le serment de Vincennes, disons, où on ne finance que l'enseignement public. Voilà. Un petit, juste pour conclure là, si demain on me paie, moi, ma course en taxi, je ne prendrai plus le métro. C'est une parfaite transition parce que justement je voulais vous interroger, vous Pierre, parce que vous êtes l'auteur aussi d'une proposition de loi qui visait à conditionner les subventions faites aux établissements privés. Donc avant peut-être de revenir sur cette proposition de loi, ce serait peut-être intéressant de reprendre aussi tout ce qui a été la bataille justement de la mixité sociale, et parler de 1984. Donc aussi reposer un petit peu ces questions-là par rapport à cette bataille qui est menée et comment vous essayez encore de la mener au sein du Sénat. Merci, je suis très heureux d'être avec vous.
mon collègue et ami Eddy a toujours des présentations historiques extrêmement fondées, extrêmement pointues. Moi, j'aimerais rajouter juste une petite précision, c'est que le modèle que tu as parfaitement décrit, on le trouve dans l'organisation de l'université au Moyen-Âge. Hein, entre le système de l'université italienne de Bologne, alors pas le système de Bologne aujourd'hui, mais le système de Bologne du XIIIe siècle, et le système de la Sorbonne, il y a cette différence. C'est-à-dire que les étudiants italiens se regroupent pour payer un professeur qui les instruit sur les matières qu'ils choisissent. Hein. Donc c'est un modèle aujourd'hui qu'on pourrait appeler libéral, mais ça n'a pas de sens à l'époque. Et au contraire, à la Sorbonne, alors ce qui est incroyable, c'est que c'est sous la tutelle de l'Église et du pape que se met en place un enseignement disciplinaire. C'est-à-dire qu'on est reçu dans une discipline en fonction d'un cursus. Et on voit bien que ces deux modèles restent très présents aujourd'hui. Tu as tout à fait raison d'insister sur le point. Et l'objectif de la libéralisation qui est en cours, c'est de transformer la connaissance en un marché comme les autres. C'est une marchandisation du savoir, de la connaissance et de l'éducation. On voit très bien que dans les propositions du ministre Attal, on est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait par les ministres précédents. Vous avez bien noté que politiquement, le petit changement, et qui est important, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, a considéré que l'éducation était son domaine réservé. C'est-à-dire qu'il considère que politiquement, l'éducation doit être mise au service de la transformation de la société telle que lui la conçoit. C'est un changement qui en dit beaucoup sur le projet libéral. Donc notre opposition, elle doit être fondamentale sur les principes de l'éducation, mais aussi politique. Parce que on est dans une opposition de deux modèles que tout sépare. Alors sur la mixité à l'école, moi je suis sénateur des Hauts-de-Seine, sans doute un département de France où il y a les plus grosses différences. Sainte-Croix de Neuilly a un IPS autour de 150 quasiment. Les établissements, je parle des collègues, les établissements de Gennevilliers, c'est moitié moins. Les 20 collèges qui ont l'IPS le plus fort dans les Hauts-de-Seine sont tous privés, et les 20 collèges qui ont l'IPS le plus faible sont tous publics. Donc il y a une forme de séparatisme. Régulièrement, je rappelle ça au ministre. Il y a un séparatisme qui est en cours et qui fait qu'il y a des écoles pour les riches et des écoles pour les pauvres. Et que quand vous avez le malheur d'être dans une commune où vous avez des collèges que de plus en plus j'appelle de relégation, vous êtes condamné à une trappe sociale de laquelle vous ne sortez pas. Puisqu'après vous allez vers des lycées qui eux-mêmes sont mal cotés. Et vous savez qu'avec l'abandon du baccalauréat dont on vient là de mettre la dernière pétée de sable, la pelletée de sable sur le cercueil, en considérant que les épreuves nationales seraient reportées en juin, c'est-à-dire qu'elles sont plus prises dans Parcoursup. C'est-à-dire que ce qui compte dans Parcoursup, c'est la notoriété de votre lycée. Ah, si vous êtes dans le bon lycée, vous aurez des bonnes notes dans Parcoursup, ça vous permettra de rentrer dans l'université. Si vous êtes dans des lycées moins bien cotés, vous n'avez plus aucune chance d'aller dans l'enseignement supérieur. Et ça, après, j'ai eu l'honneur d'être candidat avec Patrick Jarry sur la liste des sénatoriales. Et tous les deux, on se demandait pourquoi des écoles brûlent pendant les émeutes. Il y a des écoles qui brûlent parce que malheureusement elles ne représentent plus la promesse républicaine. Elles ne représentent plus rien même. Et moi j'ai entendu des mots terribles dans les banlieues. La République c'est un truc de riche.
C'est-à-dire qu'il y a une coupure totale qui s'est faite entre la promesse républicaine, le contrat social et ce que les gens vivent sur place. C'est-à-dire ils vivent dans leur chair, une profonde inégalité d'accès aux droits, et notamment au droit à l'éducation. Et c'est ça qui nourrit un ressentiment, alors qui s'exprime pas politiquement, mais par la violence. Mais il faut prendre conscience de ça. Donc, par rapport à ce constat, j'ai eu le plaisir de voir arriver un jour Eddy au Sénat, qui m'a proposé quasiment clé en main un texte sur lequel on a très peu travaillé. Sachez que un parlementaire est fort dépourvu par rapport à l'éducation, parce que l'essentiel de ce qui organise l'école n'est pas du législatif, mais du réglementaire. Il y a très peu de choses dans la loi. Donc les possibilités pour intervenir sont faibles. Et là, l'idée que vous m'avez apportée, puis qu'on a travaillé ensemble, elle est très simple. C'est de considérer que l'État finance les établissements privés à proportion des efforts qu'ils font pour la mixité sociale. C'est simple. C'est-à-dire que si l'établissement de Neuilly a choisi pour des raisons économiques, parce que quand aujourd'hui les parents mettent leurs enfants dans des écoles confessionnelles, c'est pas parce qu'il y a un sursaut de religiosité, je vous rassure ou je vous inquiète, je ne sais pas. C'est tout simplement parce que les écoles privées sont devenues l'instrument du contournement de la carte scolaire, c'est tout. Pendant très longtemps, ça a été les langues dans les établissements publics. Maintenant, on est passé à un stade différent. Dans 4-5 ans, un peu moins, 50% des élèves de Paris seront dans l'enseignement privé. On en est là. Pendant des années, on dit que ça concerne l'Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire. Non. Ça concerne aussi les grandes métropoles. Donc la proposition de loi, elle est simple, elle comporte 2 articles et elle vise à conditionner ce qu'apporte l'État, qui est pas une petite somme, c'est 8,5 milliards sans aucun contrôle de l'État. Ça, vous reprenez le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a dit l'État donne 8,5 milliards sans aucun contrôle. Il n'y a rien. Pas de contrôle pédagogique, pas de contrôle financier, rien. C'est un cadeau qui est fait à l'enseignement privé sans aucune contrepartie. Voilà. Donc la proposition de loi, je vais, puisque on entame une nouvelle session parlementaire, la redéposer et l'ouvrir à tous les sénateurs de gauche. Parce que je crois qu'à un moment donné, c'est important de se compter. Voilà. J'essaierai, dans la niche de mon groupe, alors la niche du groupe communiste au Sénat, c'est une nichette, c'est petit, c'est pas souvent, mais j'essaierai de la présenter dans l'hémicycle pour qu'on ait un débat sur ce sujet. Là, je suis assez satisfait de la réaction de mes collègues de droite, parce que ça montre bien, dans un pays qui a besoin de renforcer l'opposition idéologique entre ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite, que l'éducation, ça marche bien. Voilà. Et en face, mes collègues aussitôt m'ont dit, ça y est, tu relances la guerre scolaire. Je dis non, la guerre scolaire, elle n'a jamais arrêté et on est en train de la perdre. Le public est en train de la perdre. Et les conflits gelés, moi je m'en méfie, c'est ce qui s'est passé là récemment dans le Haut-Karabakh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 24 heures, c'est fini. Voilà. Je dis pas que pour l'éducation, ça serait 24 heures, mais si on ne fait pas attention, on peut basculer de façon complètement irréversible vers un système à 2 vitesses, avec des écoles pour les élites qui seront financées par les parents, et puis après un système éducatif de relégation qui ne correspondra plus du tout à ce que tu as parfaitement décrit, c'est-à-dire le modèle de Condorcet, une école au service de la nation apprenante, ce qui est tout à fait fondamental. Je m'arrête là après pour dire, et c'est un point sur lequel je rejoins mon ancienne voisine d'hémicycle, Marine-Noël Lindman. Bon, alors, elle me piquait tout le temps des bonbons dans mon tiroir. Là, c'est fini maintenant. Voilà, c'est fini. Voilà. On pense, mais je pense qu'ici on est tous d'accord là-dessus, que l'humanité n'a jamais été mise devant des défis aussi importants.
Et qu'on a l'obligation de changer tous nos processus industriels de production, de conception, pour les décarboner, pour les remettre en France. Et face à ces enjeux qui sont considérables, que l'humanité n'a jamais conduits, la seule solution, c'est d'investir massivement dans la connaissance, dans l'éducation. C'est une obligation. C'est une obligation pour les générations futures et c'est une obligation pour notre indépendance nationale. Et l'école doit être le fer de lance de ça, de la réappropriation des savoirs, des compétences. C'est quelque chose de fondamental. Donc on en est là. Je pense que c'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu politique et c'est la réaffirmation aussi de ce qu'a été le message quasiment pluriséculaire de la gauche par rapport à l'éducation. Voilà. Vous avez parlé également de promesse républicaine, mais cette promesse républicaine, c'est aussi la promesse de la démocratisation de l'école, une démocratisation qui n'est pas si belle que ce qu'on pourrait penser, et qu'on pourrait presque parler de massification plus que de démocratisation maintenant. Dans un pays qui connaît maintenant des classes d'âge qui, à plus de 70%, ont le bac, mais en même temps un pays où le classement PISA ne nous met pas vraiment en valeur. Et dernièrement, ça c'est une petite parenthèse, mais ça serait un sujet en soi, la dernière réforme du lycée qui a entraîné aussi une baisse drastique du nombre de filles dans les filières scientifiques et qui a posé de très très grands problèmes prochainement. Donc Isabelle Amaglio, une question sur cette démocratisation de l'enseignement. Et effectivement, l'école priorité première de la nation, c'est dans le code de l'éducation. Donc en principe, on devrait s'en donner les moyens. Et c'est ça qui a inspiré le fait de mettre autant des moyens de l'impôt, l'argent public dans l'école, puisqu'aujourd'hui, il y a eu quelques chiffres qui ont été donnés par Pierre, notamment sur les 8 milliards que représente l'argent donné sans condition, hein, sans vérifier quoi que ce soit quasiment à l'école privée. C'est 8 milliards sur 170 milliards. Aujourd'hui, on a 12 millions environ d'enfants et d'ados dans les écoles, 3 millions d'étudiants, et puis on a 40%, c'est pareil, 40% des fonctionnaires de la fonction publique d'État qui sont liés à l'enseignement, qu'ils soient enseignants eux-mêmes ou qu'ils soient personnels sur les différentes fonctions. Donc 7% du produit intérieur brut, 170 milliards d'euros, ce sont des sommes qui sont mais colossales. Et donc on a bien, sur ce plan-là, on a bien l'école qui est la priorité première de la nation. Et pour autant, tu le disais, la massification qui a été organisée, c'est 80%. Des générations, des classes d'âge qui ont le bac. Maintenant, c'est 80% de la génération qui a le bac. Ce qui est une augmentation en fait assez rapide sur l'échelle de temps. La plupart pour mon âge de mes parents, de tes grands-parents, n'avaient pas le bac. Donc voilà, aujourd'hui, celui qui n'a pas le bac est devenu dans la minorité. Donc on a vraiment une révolution qui s'est opérée avec, on pourrait se dire, une vraie démocratisation. Et c'est là que je rejoins complètement ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que la démocratisation, en fait, elle a généré encore plus d'inégalités et de la ségrégation. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde va à l'école, mais il y a ceux qui vont à l'école publique, et on l'a dit, ceux qui vont à l'école privée, et puis il y a ceux qui ne vont pas être admis à redoubler parce qu'on redouble quasiment plus dans le collège et qui vont être orientés vers une voie de garage. Il y a différents types de bacs et on voit, j'avais envie de citer Bourdieu moi aussi, on voit que la reproduction des inégalités, la reproduction du capital culturel, elle est encore plus renforcée avec cette massification, ce qui est quand même pas intuitif, puisque les filières d'élite sont encore plus le lieu de concentration des enfants qui ont le plus fort capital culturel, que les CLIS, les ULIS, les SECPA, qui sont les sections pour les enfants qui ont des difficultés, que ce soit des difficultés liées à un handicap ou que ce soit parce qu'ils parlent mal le français, parce qu'ils viennent d'arriver et ils ont peut-être complètement les compétences pour. Mais ces enfants-là, faute d'autres structures, faute de moyens aussi, parce que c'est compliqué d'intégrer ces enfants-là pour un enseignant en cours de route, on va les mettre
en SECPA. Et en SECPA, on trouve une population mais complètement hétérogène et c'est compliqué de s'en sortir quand on vient de SECPA et qu'on y a été placé pour les mauvaises raisons. Donc aujourd'hui, on arrive à cette ségrégation-là et on arrive à une ségrégation qui est encore plus questionnable en termes d'allocation de l'argent public, enfin, l'impôt, la nation, on a notre cœur de républicain, tout ça. C'est qu'on a à la fois du contournement de la carte scolaire qui a été extrêmement facilité ces dernières années, beaucoup plus qu'avant, d'autant plus que l'école est devenue obligatoire dès le plus jeune âge, ce qui n'était pas le cas. Ça remplit à fond les caisses de l'école privée religieuse, on peut le dire au passage. Et donc on a des parents qui peuvent privilégier beaucoup plus librement des écoles privées. Et puis on a des parents qui ont aussi un gros capital culturel, qui vont beaucoup utiliser des officines de soutien scolaire, soit que les enfants en ont besoin, soit qu'on soit dans une grosse consommation où les enfants enchaînent le cours de piano, le cours de poney, le cours d'espagnol, etc., etc. Tout ça est financé par les impôts aussi. Donc c'est une dépense qui doit nous interroger, nous, sur l'allocation de l'argent public. C'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, mais quand même, on peut se poser la question. Et on a aussi des officines qui ont prospéré. Alors moi, sur le plan personnel, ça m'avait beaucoup choqué au moment d'une des dernières réformes de Parcoursup, quand il a fallu que les élèves fassent une lettre de motivation, puis il y avait un temps un peu minuté pour écrire tout ça. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents qui se trouvaient super démunis par rapport à ça, puis ils n'avaient pas les clés pour le faire, ils n'avaient jamais fait eux-mêmes, ils ne pouvaient pas accompagner leurs enfants. Ils se sont dit, mais c'est une catastrophe pour nos enfants parce que on peut pas leur donner ça et ils vont échouer dans Parcoursup qui est déjà super anxiogène. Et donc, on a vu très rapidement le marché privé proposer à 500 €, c'est à peu près le prix du forfait, des solutions pour produire à tour de bras des lettres. Et donc, quand on en arrive là, on ne peut pas dire que la massification est aboutie à une véritable démocratie, en tout cas égalitaire. Ça a même reproduit et renforcé, au sens de Bourdieu, les inégalités sociales. Et ça, c'est quand même très frappant, parce qu'avec tous les moyens qu'on met dans l'école, au sens large, on devrait avoir les moyens de faire différemment, de permettre aux enseignants d'être plus heureux, parce qu'on parle des enfants, on parle des parents, mais il y a les enseignants, la perte de sens et la difficulté de ce métier. La seule chose qui a augmenté pour eux, c'est le nombre d'élèves par classe. C'est pas la rémunération, c'est pas les conditions de travail. Donc c'est aussi repenser le rapport pédagogique à la classe quand on leur met autant de parcours individualisés, autant d'hétérogénéité. Et puis on verra tout à l'heure dans les options, les solutions qu'on peut préconiser parce qu'il y en a. On va revenir justement sur la question pédagogique, mais avant d'y revenir, Eddy Caldy, une dernière question sur la carte scolaire finalement. Cette carte scolaire, elle a fait l'objet d'énormément d'assouplissements ces derniers temps, et il y a eu une volonté de certains responsables politiques aussi de la jeter, en se disant que c'était peut-être la meilleure solution, c'était de la jeter à la poubelle et puis recommencer avec un système totalement nouveau. Et pour vous, est-ce que c'est une fausse bonne idée, ou est-ce que finalement une solution plus simple, ça serait d'arrêter avec les assouplissements à longueur de journée de la carte scolaire? Oui, le problème de la carte scolaire, c'est d'abord, disons, une question d'urbanisme. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une mixité sociale au travers justement de l'urbanisme. Et donc, je crois qu'il faut maintenir en quelque sorte, parce que il faut organiser l'enseignement, il faut prévoir. Il faut donc cette carte scolaire. Et donc la proposition qui est faite de pouvoir choisir entre 2 ou 3 collèges, par exemple, dans le cadre des propositions ministérielles, je crois que c'est pas une mauvaise chose. Je crois qu'il faut effectivement le maintenir, mais tout ça a des limites, parce que les établissements d'enseignement privé d'ailleurs s'écrit avec un S, parce que seuls les établissements sont reconnus, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ces établissements d'enseignement privé, eux, ne peuvent pas, au nom de, disons, la liberté d'enseignement, être contraints par rapport à une carte scolaire. Comme
Ils ne peuvent pas être contraints par rapport à l'accueil de tel ou tel élève que prétend, en fin de compte, organiser le protocole d'accord entre le ministre et l'enseignement catholique. Et donc, il y a des limites à tout ça, mais pour autant, je crois qu'il faut effectivement organiser cette carte scolaire, disons, de façon à anticiper sur les besoins scolaires. Parce que, effectivement, si on n'a pas ça, on ne peut pas non plus organiser, disons, l'enseignement. Et certains sont plus dans cette logique justement libérale. Aujourd'hui, bon, on voit bien tout ça dans la politique qui est menée, qui n'est pas clairement affichée. Eh bien, la République joue contre son camp. Parce que, bien, on voit bien qu'il y a le démantèlement du service public. Il y a la question de la mixité. Pourtant, il y a un certain nombre de constats. Quand on voit, en fin de compte, le livre fondé sur des statistiques de Jérôme Fourquet, l'archipel français, bien, on voit bien qu'il y a une volonté de la population, justement, pour éviter cet éclatement que l'on observe aujourd'hui. Et donc, il n'y a que l'école qui peut organiser, justement, eh bien, cette mixité. Et donc, en tout cas, la carte scolaire, là, est un outil, est une nécessité. Maintenant, je vais me tourner vers Pierre Ouzoulias sur. On va laisser un peu de côté le sujet de la mixité sociale et rentrer un peu plus dans les questions de relation justement entre l'enseignant ou l'instituteur et les élèves, les questions de pédagogie qui sont souvent aussi passées sous silence. Et dernièrement, peut-être pour illustrer très rapidement, les dernières propositions du ministre en affaires de pédagogie, c'est de revenir sur la question des cycles pour retomber sur la question des classes, c'est-à-dire que un cycle, ça correspondait à peu près à 3 ans. Donc on considérait que entre le CP et le CE2, il y avait un certain nombre de fondamentaux qu'un élève devait apprendre. Et bien maintenant, en retombant sur la question de la classe, on considère qu'un élève, il n'a plus qu'1 an, plutôt que sur ces 3 ans, pour avoir ses fondamentaux. Donc là aussi, il y a une question de rapport au savoir qui se pose. Donc Pierre Ouzoulias. Oui, plus rapidement en 3 points. La première chose, c'est que le ministre reconnaît que les milieux sociaux, ont une influence très forte sur la capacité des élèves à parcourir leur cursus. Mais il considère que seule la pédagogie peut corriger. Vous savez tous que dans une classe où il n'y a plus de mixité sociale, même une excellente pédagogie, elle permettra pas de corriger ça. Donc le ministre, contrairement à son prédécesseur, qui était beaucoup moins politique et qui avait sans doute pas bien compris à qui il avait affaire quand il s'attaquait au lobby de l'enseignement privé. Je me souviens sa première audition au Sénat, il nous dit tout de go que la mixité sociale, c'est le problème numéro 1 de l'éducation nationale. On a eu un petit espoir, vite douché, parce qu'il s'est rendu compte que dans ce domaine-là, de toute façon, il serait complètement bloqué. Pour l'anecdote, il devait annoncer ces mesures dans le cadre d'une conférence de presse qui a été remise du jour au lendemain pendant 3 mois, et ça finit par un SMS sur le portable des journalistes. Donc c'est une humiliation totale. Et je pense qu'il est parti pour cette raison-là, parce qu'il a osé s'en prendre à l'enseignement privé. Donc ça, c'était sur les positions du ministre. Deuxième point, sur la classe. Les procédures qui sont en cours actuellement, notamment sur le lycée, visent à supprimer la classe, c'est-à-dire à complètement individualiser les parcours de chaque élève. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'intervenir sur leur cursus. Quand vous avez affaire à une classe, vous avez l'obligation de tirer à peu près l'ensemble de la classe vers le même endroit. Quand vous avez affaire à des individus, vous pouvez considérer que chacun a son parcours et que finalement c'est quelque chose qui renvoie
à la liberté de l'enfant, c'est pour son bien. S'il n'a pas envie de faire des maths, ben il fait pas des maths, etc. Et ça aboutit à la réforme de la classe de terminale, où malgré le rapport de Cédric Villani qui disait que dans notre société actuelle, les maths prennent une importance telle qu'ils doivent être enseignés à tout le monde. La réforme Blanquer a permis que des élèves échappent en terminale à l'enseignement des mathématiques. Le résultat, c'est que aujourd'hui, dans les classes qui sont spécialisées en mathématiques, il y a 80% de garçons. Il n'y a plus de filles. Conséquence terrible. C'est-à-dire qu'on a mis 20 ans pour essayer de récupérer l'accès des filles aux mathématiques, et en 2 ans, on a perdu tout le terrain conquis pendant 20 ans. C'est absolument catastrophique. Et puis, le dernier point que je viens d'oublier, donc rappelle-moi ta question, c'était... La question de la pédagogie. Oui, la pédagogie. Je pense qu'il faut redire, mais de façon très très forte, par rapport à la crise du recrutement des enseignants, que un professeur, c'est un créateur. Voilà. Et que dans sa classe, il est face à un public qui change tout le temps, qui change au cours d'années, et il faut lui laisser une grande liberté de pédagogie. Voilà. Blanquer a fait tout le contraire. C'est-à-dire pendant 5 ans, il y a eu des circulaires nationales qui ont imposé aux enseignants des façons de faire. Donc l'enseignant s'est trouvé complètement dévalorisé, comme finalement le maître d'œuvre de pratiques pédagogiques qui étaient définies nationalement et ailleurs. Et ça, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui motive énormément des jeunes à aller vers ce métier très mal payé par ailleurs. Donc il faut complètement changer les choses, et moi je pense que le mot principal c'est confiance. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux enseignants, ils savent quel est leur public, ils savent quelle est la pédagogie qui est adaptée à leur public. Sur la pédagogie, je pense aussi qu'il faut réfléchir à une réforme de la formation des enseignements, et notamment revenir au pré-recrutement, parce que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, moi, c'est l'histoire de ma famille. Ils sont tous passés par les écoles normales d'instituteurs parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens de leur payer des études. Mais c'était un outil de mixité sociale d'une efficacité extrêmement forte. Voilà. Aujourd'hui, on va recruter parmi les classes moyennes, et on balance ces professeurs en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc face à un milieu social qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Le choc, il est brutal, et très souvent ils le vivent très mal. Le pré-recrutement, ça permet au contraire de pouvoir recruter dans des classes sociales qui sont aujourd'hui pas représentées dans l'enseignant, et permettre qu'il y ait une meilleure adéquation entre le public et les élèves. Je vous laisserai rebondir, Isabelle, sur cette question-là, et plus particulièrement sur la situation de l'enseignement primaire, du coup. Alors, effectivement, Pierre vient de parler de l'enseignement au lycée et puis l'enseignement supérieur. Moi, j'étais assez frappée depuis une dizaine d'années de la progression d'idées larvées, enfin d'une idéologie de l'école à la carte. Voilà, on voit bien. Alors c'était Darcos qui avait commencé là-dessus, puis on a je ne sais plus comment s'appelle cette fondation, celle qui chapeaute toutes les écoles, Espérance banlieue, etc., qui a repris ce concept, mais jamais, ça avance masqué, ça ne se dit pas exactement. Où globalement le concept c'est chacun devrait être libre de choisir. Alors la scélérate loi Carle, là. Elle est même oubliée, hein, tout est défoncé. Et en fait, on confierait une forme de chèque à chaque famille, et puis les familles iraient choisir quel type d'école et d'enseignement hyper individualisé, et donc ce serait solvabilisé par le chèque qui serait donné, chèque éducation qui serait donné aux familles. On n'en a plus vraiment entendu parler, sauf que on a beaucoup d'écoles hors contrat qui ont fleuri. On a aussi une grande progression, on n'en a pas parlé, de l'école à domicile. Alors pour une partie, c'est parce que ça concerne des enfants qui ont des difficultés particulières, qui ont des troubles, qui sont diagnostiqués, que l'école ne sait pas bien prendre en charge, les parents n'y arrivent pas. Donc voilà,
Pour certains, ça relève de cette démarche. Pour d'autres, ça relève d'un tout autre choix qui est très idéologique et qu'on retrouve dans certains milieux très religieux et réactionnaires. Voilà. Et donc l'école, lieu de mixité sociale, si on ne le fait pas dès la primaire, c'est beaucoup plus compliqué au collège et au lycée, hein, forcément. Et donc la mixité, on a beaucoup parlé de l'école en tant qu'éducation nationale, mais on a aussi tout le volet de l'éducation populaire et puis des associations. Et donc l'école, c'est aussi le temps méridien, c'est aussi le temps périscolaire, c'est aussi les associations. Moi qui ai grandi dans un quartier, c'est la première ZUP de France, et qui vit dans une ville où on a un quartier politique de la ville, en fait, c'est pas le tout de rénover les quartiers quand ils le sont, d'avoir des écoles. Pierre le disait. Moi, je suis dans les Yvelines, à Trappes, 3 écoles sur 4 ont brûlé. À Chanteloup, c'est toutes les écoles nouvelles qui ont brûlé. Et c'est c'est un profond désespoir qui s'exprime là aussi. Et en revanche, on se rend compte que le contournement, l'évitement, c'est beaucoup plus difficile au niveau des activités sportives et culturelles des enfants. Mais pour ça, il faut leur proposer, notamment dans les quartiers où on n'est pas sur ces pratiques sportives, ce capital culturel, justement. Il faut aller le proposer, il faut monter. Il faut aider à monter des associations, il faut soutenir, il faut avoir des programmes. Il faut là aussi aider financièrement les familles, parce que ça coûte cher quand on a plusieurs enfants, ces inscriptions-là. Et c'est beaucoup plus difficile de faire de la ségrégation et d'aller emmener ses enfants à Pétaouchnok, parce que quand on en a beaucoup, ça commence à faire, à un moment donné, matériellement, c'est plus possible. Et c'est beaucoup plus facile de les mettre pas très loin de chez soi. Et donc, si pas très loin de chez soi, on a ce genre d'environnement qui favorise la mixité, on va aussi en introduire à l'école. Donc, l'éducation nationale et la mixité, ça ne se joue pas qu'à l'école aussi. On a vraiment tout un substrat à continuer à construire. Merci d'avoir parlé de l'éducation populaire. Justement, sur notre sujet, c'était bien éducation priorité nationale et non pas école priorité nationale. Donc c'est effectivement un peu plus large. J'ai juste un dernier mot. On n'a pas du tout parlé d'un sujet, je pense qu'on l'a tous à cœur. À l'école, on a des manuels. Et les manuels, ils forgent des représentations, pas seulement avec les images, mais avec le vocabulaire qui est choisi. Enfin, tout le monde sait ça, on est tous confrontés. Quand on regarde les manuels qu'on avait enfants et qu'on tombe dessus, on est horrifié, on se dit on nous a appris ça, mais on nous a mis ça dans la tête sur l'histoire, heureusement qu'on s'est un peu libéré de tout ça. Et aujourd'hui, avec la concentration de l'édition du Monde de la Presse, on voit très bien quel groupe est à la manœuvre, on voit très bien quel est le prisme. Donc on a aussi un petit sujet sur le contenu des manuels que l'on met entre les mains de nos enfants. Moi, c'est quand même un truc qui m'inquiète un petit peu. On a un sujet, il n'y a pas que le prix des manuels pour les familles, ce que c'est que l'éducation publique gratuite. On a aussi le contenu de ce qu'ils ont entre les mains. C'est une parfaite transition, c'était justement l'une de mes questions sur les manuels. Le ministre actuel, justement, a parlé de l'idée d'avoir un manuel unique. Donc une expérimentation qui a déjà été menée, qui aurait apparemment permis d'augmenter, on va dire, le niveau de ceux qui avaient le plus de difficultés. Donc l'idée, selon lui, serait de revenir à cette trop grande diversité de manuels qui pourrait exister et d'en avoir un qui serait apparemment unique. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la question, notamment Eddy Caldi. Je vais répondre moi rapidement pour ma part, je passe le micro. On est quand même souvent dans une vision assez passéiste des choses, entre l'uniforme, la blouse, le manuel des grands-parents que même moi j'ai pas connu, et puis l'école c'est le savoir, les connaissances, mais c'est aussi les compétences et les valeurs. Donc moi je suis assez dubitative là-dessus, mais je laisse les professionnels s'exprimer. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on confond tout un peu le fait divers, les faits de société, et puis les réformes structurelles et institutionnelles, qu'on ne fait pas, en réalité. Et on s'attelle à un certain nombre de questions qui sont importantes.
Je crois que le harcèlement, il est important. Le harcèlement dépasse aussi largement, disons, l'école. C'est aussi les réseaux sociaux. C'est tout ça, bien sûr, qu'il faut prendre des mesures. Les mesures qui sont proposées, d'ailleurs, sont des mesures, disons, voilà, punitives. Et puis, on n'a pas, en fin de compte, disons, d'actions de prévention qui sont bien définies sur la citoyenneté en particulier, sur globalement la laïcité aussi. Et je crois que c'est un peu le problème. On voit bien là, disons, le ministre actuel qui nous entraîne justement sur ces questions de communication. Et puis, parlant d'Emmanuel, on voit mal, en fin de compte, le ministre des Transports aller expliquer aux conducteurs du TGV comment il faut faire. Je crois que c'est un vrai problème de l'éducation nationale. On l'avait à l'époque aussi de Sarkozy, où il s'immisçait dans le fonctionnement des classes. En fin de compte, je crois que ça, c'est un réel problème. Et donc, parce que ça évite de parler des problèmes de fond, ces problèmes justement de mixité sociale qu'on évoquait tout à l'heure, je crois que la question est là. A-t-on vraiment, disons, des ministres qui connaissent bien le fonctionnement, les rouages de l'éducation et qui laissent, disons, à la communauté éducative, d'un côté, les personnels d'éducation globalement, pas seulement les enseignants, les parents, et donc qui s'immiscent pas tous les jours, disons, dans une salle de classe pour évoquer des problèmes divers, des faits divers, des faits de société, et qui n'a aucune proposition en matière de structure. En quelques mots, moi, je vous conseille vraiment, c'est un travail que j'ai fait, de prendre les manuels scolaires de troisième d'histoire-géographie, parce que c'est la période la plus intéressante. Moi, je l'ai fait pour l'Antiquité. Je suis un peu historien de l'Antiquité, et vous apercevez que sur les 5-6 siècles du premier millénaire après Jésus-Christ, l'histoire est présentée au prisme des évolutions de la religion. Et on a le sentiment que finalement, la religion est l'instrument primordial de l'évolution des sociétés. Et après, on trouve curieux que les enfants d'aujourd'hui souhaitent faire une place plus grande de la religion dans la société, mais c'est ce qu'on leur apprend quand même. Et après, avec une vision très particulière de religion, je prends juste un exemple. Dans la dizaine de manuels que j'ai consultés, pas un seul ne dit que Jésus était juif. Paul, oui, parce que sinon on comprend pas le chemin de Damas, mais Jésus, non. Jésus, il est chrétien avant les chrétiens. Bon, je ferme le parenthèse, ce qui montre que là aussi il y a des difficultés à présenter les choses. Ensuite, on voit très bien que dans les démocraties dites illibérales, Pologne, Hongrie, etc., le pouvoir en place, la première chose qu'il a fait, c'est récupérer sous la tutelle de l'État la production des manuels scolaires et ensuite imposer un programme d'histoire spécifique. Parce que je suis intimement persuadé que dans un monde où les grandes idéologies sont en perte de vitesse, le récit national est l'idéologie de substitution. Et imposer le récit national, c'est absolument fondamental. Regardez comment, dans la Russie de Poutine, le travail idéologique a été fait de façon primordiale sur l'histoire. L'invasion de l'Ukraine, elle a été précédée par un travail d'historien qui était vérifié par un comité qui a été défini par Poutine et qui était dans les mains de Poutine, où il a fallu expliquer à la population russe que l'Ukraine n'a jamais eu de spécificité nationale. Donc, par rapport à cette histoire de manuel scolaire unique, moi je me mets toujours dans la perspective terrible que le prochain président de la République soit une présidente. Et en tant que... Pardon ?
Non, non, mais c'est pas pour prononcer, c'est pour éviter de prononcer son nom. Mais vous aviez compris de qui il s'agissait. Je ne vois pas surgir là une autre femme pour la prochaine séance. Et donc, en tant que parlementaire, et plusieurs de mes collègues pensent la même chose, et pas seulement à gauche, on fait toujours attention en ce moment en disant méfions-nous de ne pas voter des lois qui lui donneraient des outils contre la démocratie. Voilà. Et là, le manuel scolaire, là, ça ferait énormément de dégâts. Donc, la pluralité de l'édition scolaire, c'est fondamental. Et encore une fois, comme tu le disais très justement, il faut défendre la liberté académique de l'enseignant. C'est l'enseignement, c'est l'enseignant qui choisit sa pédagogie et donc qui choisit son manuel. Moi, j'ai gardé d'excellents souvenirs de mes professeurs d'histoire. Ils utilisaient pas beaucoup le manuel quand même, et leur pédagogie était toujours très intéressante. On va passer sur un pan dont on n'a pas encore parlé, mais qui reste fondamental, c'est l'enseignement technique et professionnel. Alors, je sais pas lequel de vous trois aimerait commencer sur ce sujet qui est assez vaste, mais finalement, alors on peut déjà louer le fait qu'il y a effectivement eu une augmentation du nombre d'apprentis ces dernières années. Ça, c'est, pour le coup, il y a eu une évolution de ce côté-là, mais une vision qui reste quand même assez rétrograde de ce que serait d'avoir son enfant dans l'enseignement technique et professionnel, et non pas dans une filière générale. Oui, je crois sur cette question, avec, disons, les réformes qui se profilent et ces passages en force, on voit bien qu'il y a cette volonté de, disons, former un travailleur pour les besoins de l'entreprise, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est confier, disons, une plus grande partie de la formation aux entreprises plutôt que bien au lycée d'enseignement professionnel. Je crois que il y a là une question à se poser, parce qu'on ne nous explique pas effectivement les finalités de cette opération. Je vous disais tout à l'heure, il y a ce vieux débat entre, disons, ceux qui veulent organiser l'enseignement selon un principe dit commercial, donc parce que l'enseignement c'est un rouage de l'économie, et puis d'autres qui, en fin de compte, veulent aussi bien évidemment former quelqu'un qui soit intégré dans la vie économique et sociale. Mais on voit bien les métiers changent, les métiers évoluent, et donc il faut aussi former, disons, un citoyen en devenir. Je crois que ce problème-là se pose, et il y a un projet qui est pas si lointain. D'ailleurs, j'ai trouvé sur Internet, j'avais déjà ce livre, je l'ai offert à mon ami. Et je crois que je l'ai dans mon sac, je le traîne toujours un peu souvent, qui s'appelle « Éducation et civilisation pour une révolution libérale de l'enseignement ». Et donc, cet outil, eh bien, disons, on voit bien là la volonté dans ses propositions de l'auteur. Cet auteur, c'est Olivier Giscard d'Estaing, frère de Valéry Giscard d'Estaing, qui en 1970, au moment de l'aggravation de la loi Debré par la loi dite, Pompidou, eh bien, visait à aller plus loin dans cette idée de justement former ce travailleur. Et le sous-titre du livre, c'est « Pour une révolution libérale de l'enseignement ». Et donc, on voit bien qu'il y a derrière cette idée de la réforme de la formation professionnelle un vieux débat qu'on n'ose pas, en fin de compte, poser très clairement. Et donc, on a tout dans ce livre. On a l'histoire de l'autonomie des établissements, parce que l'établissement est une entreprise. Et d'ailleurs, ce livre aussi va plus loin que l'enseignement privé catholique. Il dit, en fin de compte, ça, c'est un résidu de l'histoire. Et il faut faire évoluer justement vers cet enseignement, vers, disons, une individualisation du rapport à l'école, d'où le chèque éducation, tout à l'heure, que vous évoquiez. Je crois qu'on a effectivement, derrière toutes ces propositions,
bien des réformes que l'on n'explique pas. Et je crois que c'est très important, en fin de compte, peut-être de relire justement des propositions qui sont une autre vision de la question de l'éducation. Et tout à l'heure, j'insistais sur justement ce dualisme entre, disons, une éducation fondée sur le principe dit commercial. En 1833, c'était le débat autour de la loi Guizot. Et puis l'éducation formée, construite sous le principe dit patriotique. Je crois qu'on a là, effectivement, une véritable opposition et une révolution libérale, comme dit Olivier Giscard d'Estaing. Prenez un froid. Sur l'éducation, alors on a dans la dizaine d'années, je ne sais pas situer dans le temps très précisément, la réforme du bac pro. Avec avant on avait un enchaînement d'un CAP, d'un BEP, et puis on avait une possibilité de récupérer un bac pro avec des passerelles, et puis un BTS pour ceux qui le pouvaient. Donc ça a été rendu difficile, et c'est quasiment, je crois maintenant, impossible de faire ce parcours. Ce qui fait qu'on a un éclatement de la branche d'orientation dès la fin du collège, avec plus de possibilité de réconcilier, alors même que dans la filière générale, l'objet des différentes réformes, c'est effectivement, Pierre le disait, d'être à la carte et puis de pouvoir récupérer quand on s'est trompé sur le premier semestre, etc. Mais pour la voie technique, une fois qu'on y est, c'est extrêmement difficile si on veut d'en sortir. Et du coup, je vais reprendre un mot qui a été prononcé tout à l'heure, ça continue à être connoté comme une voie de relégation, une voie moins bonne, pas une voie d'excellence. Alors qu'on voit les merveilles que font les artisans, on est tous baba dans les artisans d'art, mais les artisans d'art, ils ont une qualification artisanale, comme leur nom l'indique, et puis ils ont suivi cette voie technique d'excellence, et le BTP, il y a du BTP aussi d'excellence hyper pointue. Enfin, voilà, on est toujours culturellement dans une appréciation négative, un peu péjorative de ces voies, alors qu'elles sont souvent, pas pour certaines d'entre elles, elles sont hyper sélectives, c'est très compliqué d'y entrer. Et on a le regard des enseignants du collège qui est un peu ahuri quand ils ont un de leurs élèves, qui veut faire cette voie-là parce qu'il a un projet particulier. Et donc, voilà, moi je ne sais pas comment on travaille sur cet écosystème pour redonner de la valeur, non pas à l'apprentissage, parce qu'il a plutôt le vent en poupe, on l'a vu sur les dernières années, il y a eu beaucoup de revalorisation, mais sur redonner ces lettres de noblesse à la filière professionnelle et technique. Et j'étais frappée, j'en discutais tout à l'heure en tant que parent d'élèves sur les conseils de classe, sur l'aîné de mes enfants. C'est là que j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'en fait, les enseignants, quand l'élève avait un choix particulier qui sortait du périmètre géographique ou des filières générales, ne l'accompagnaient pas parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas les clés. Ils s'en désintéressaient pas parce qu'ils intéressaient l'élève, mais parce qu'ils n'avaient pas les clés, ils n'avaient pas le. Donc j'étais assez frappée par ça, et je trouve que ça participe de la relégation de la filière technique. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas non plus formulé beaucoup de propositions, j'en suis bien consciente. Oui, en quelques mots, on vit quand même dans un monde plein de paradoxes. Vous le savez. Les délais qui ont été imposés à la livraison des EPR de Flamanville, ils sont pas dus à des défauts techniques, des défauts d'ingénierie, ils sont dus à des défauts de soudeur. Pour refaire les soudures mal faites des cuves de Flamanville, il a fallu aller chercher des soudeurs aux États-Unis et en Suisse. Parce que la filière nucléaire
avait complètement oublié la formation très technique de ces personnes qui sont complètement essentielles. Si vous n'avez pas de soudeur, vous pouvez avoir les meilleurs ingénieurs du monde, ça ne fonctionne pas. Donc là, de nouveau, les lycées professionnels reforment des soudeurs, mais ça va prendre un petit peu de temps. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est le travail considérable, mal connu, fait par les lycées professionnels de l'enseignement agricole sur la conversion de l'agriculture vers une agriculture qui consomme un peu moins de phytosanitaires, etc. Parce que on le dit pas assez non plus, mais cultiver sans phytosanitaires, c'est une agriculture qui est beaucoup plus compliquée, qui demande beaucoup plus de savoir. Avec des phytosanitaires, c'est simple, vous lisez l'étiquette sur le bidon, vous mettez le dosage et c'est à peu près fini. Quand vous essayez de diminuer ça, c'est une agriculture beaucoup plus compliquée, et les lycées professionnels, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, se sont lancés dans ce travail. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour notre souveraineté nationale. L'éducation professionnelle, elle est complètement essentielle. Et pour pas être trop long, je prendrai un dernier exemple. Nous avions auditionné il y a quelque temps Thierry Breton quand il était le patron d'Atos. Et mes collègues lui avaient demandé qu'est-ce qu'il faut donner comme formation pour qu'on soit meilleur dans l'intelligence artificielle. Voilà. Et Thierry Breton avait dit, c'est un peu une boutade, il faut leur enseigner le latin et le grec. Voilà. Pourquoi ? Parce que lui, il nous disait, nous sommes rentrés dans un cycle qui fait que les savoirs essentiels sont en constant renouvellement. Ah. Et que si on donne un enseignement qui est trop spécialisé, le grand risque, c'est qu'au moment où on définit cet enseignement, le métier disparaisse. On sait très bien que une grande partie des métiers qui sont exercés aujourd'hui ne seront plus exercés demain. Donc il faut donner aux élèves qui sont dans les lycées professionnels à la fois des savoirs techniques et des savoirs manuels, parce qu'il y a une intelligence de la main qui est fondamentale. Moi, je suis petit-fils de paysans de la Haute-Corrèze. Mon grand-père m'a appris à faucher avec une faux. J'y arrive à peu près. Mes filles, c'est pas la peine. On n'y arrivera pas. Donc, s'il faut retourner au pays et puis donner à manger aux vaches, je sais pas comment on va faire. Elles pourront pas. Donc, il y a des gestes à apprendre, des gestes qui sont fondamentaux. Et c'est quand même toute l'histoire de l'humanité. L'adéquation entre la main et l'outil, c'est quelque chose de fondamental dans l'évaluation humaine. Donc, il y a cette base qui est fondamentale, qu'il faut pas oublier. Et après, il y a la nécessité de donner à chaque élève, et surtout en milieu professionnel, une culture suffisamment vaste pour que, au cours de sa vie, il puisse engager des reconversions professionnelles. Et je crois que la première réforme à faire, ça serait de redonner un an au lycée professionnel. Avec la réforme d'Arcos, il y a une année qui a été supprimée, c'était 4 ans, maintenant c'est 3. Et je pense que ça serait bien de redonner une année pour permettre aux jeunes de poursuivre un cycle vers l'enseignement supérieur. Pas nécessairement l'université, mais l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les UIT. Les UIT ont été constitués pour les bacheliers professionnels. Aujourd'hui, ils y sont en extrême minorité. Et la seule façon de les réintroduire dans ce système-là, c'est d'augmenter leur durée de scolarité dans l'enseignement professionnel. Voilà, une proposition concrète. C'est parfait parce que on va passer justement à la partie sur les propositions. Mais peut-être juste avant de vous laisser la parole, tu as mentionné justement la révolution de l'intelligence artificielle, qui va être un véritable enjeu pour l'école, justement parce que maintenant on peut demander à ChatGPT d'écrire une dissertation de bout en bout. Donc il va à nouveau y avoir une vraie question qui va se poser pour des élèves, savoir quelle est la façon dont l'école va pouvoir appréhender cette révolution de l'intelligence artificielle et en faire un outil véritablement intelligent et non pas plutôt de bêtises humaines, on va dire. Donc du coup, maintenant je me tourne vers Eddy Cadil sur la partie des propositions. Et après, du coup, ça sera Isabelle Amaglio. Quelles sont vos priorités pour l'école ? Je crois que si on revient à la mixité sociale, voilà, on peut déjà constater que
les établissements d'enseignement privé, dont les moyens d'ailleurs sont donnés au secrétaire général de l'enseignement catholique qui les répartit après dans les académies, dans les départements, bien, on a, disons, un accord léonin qui fait que l'enseignement privé, on lui donne 20% des moyens publics, alors qu'il ne représente que 17,4%. On lui laisse aussi le soin de répartir les postes entre le premier et le second degré. Quand il transforme un poste du premier degré de 27 heures en poste du second degré de 18 heures, ça fait un poste et demi. Donc là aussi. Et puis, il y a quelque chose d'important pour la mixité, c'est que, eh bien, le Code de l'éducation comporte un article de loi, c'est la loi de finances de 1985 qui a été codifiée dans le Code de l'éducation. C'est l'article 442-14 qui dit qu'en fin de compte, eh bien, pour les établissements d'enseignement privé, pour leur donner des moyens, il faut tenir compte des contraintes spécifiques qui pèsent sur le service public, des contraintes démographiques, géographiques, culturelles et sociales. On a l'IPS maintenant. On nous disait depuis 1985 qu'il était impossible justement de quantifier justement les contraintes qui pèsent sur le service public. On le peut dorénavant sans toucher à la loi, mais justement activer cette loi. D'abord, ne pas traiter avec, disons, une fédération, parce que Debré refusait effectivement qu'on puisse traiter avec, disons, un ensemble, et encore moins avec un ensemble cultuel. Eh bien, disons qu'il faudrait effectivement tenir compte des IPS, l'indice de positionnement social, qui va de, disons, 38 à 171. Et donc, eh bien, financer l'enseignement privé en défalquant, eh bien, justement, disons, le respect des contraintes sociales qu'il n'applique pas, et non pas, comme dans le protocole avec le ministre, en donnant des moyens supplémentaires pour, soi-disant, accueillir un public défavorisé, eh bien, c'est défalquer, justement, de ces financements justement, le différentiel entre l'indice moyen et, disons, eh bien, son indice de positionnement social. C'est des propositions qui sont concrètes, qui n'ont pas besoin, en fin de compte, d'une nouvelle législation, juste appliquer déjà la législation existante. Moi, je souscris complètement. Et d'autant qu'on a avec l'IPS un outil de mesure, donc ça semble assez facile. Alors ça doit l'être moins que ce que j'ai en tête, mais ça semble assez facile et c'est responsabilisant parce qu'on voit bien avec la loi Carle justement tous les contournements, parce que la loi Carle elle énonce des options dans lesquelles les parents peuvent ne pas mettre leurs enfants à l'école publique s'il y a une école publique. Parce qu'en principe, quand il y a l'école publique, on met l'école publique. Sans ça, avant la dernière réforme, les collectivités ne payaient pas le forfait scolaire aux écoles privées, si elles avaient leurs propres écoles publiques. Mais ça a été complètement contourné. Donc, si on peut revenir à quelque chose, enfin sur la réforme précédente, et puis faire appliquer vraiment le fait que on a accès à une école privée quand il y a, je sais pas, il y a des écoles privées qui s'occupent de polyhandicapés. Là, on comprend bien. Ou alors c'est un choix particulier idéologique de la famille. Mais est-ce que c'est à l'État de s'en occuper? Jusqu'à quel point? Ce sont des choses à re-questionner, sans vouloir rallumer le débat entre l'école libre, etc. Cette première option, ça me semble vraiment une bonne option, accouplée avec un retour sur la carte scolaire. Et moi, j'aurais bien une idée sur les sommes qui seraient versées, les amendes qui seraient versées par les écoles qui ne joueraient pas le jeu, justement, de la mixité sociale, pour renforcer les initiatives associatives, notamment d'éducation populaire dont je parlais tout à l'heure, ou des associations. Que ça puisse être un espèce de cercle vertueux pour contribuer à davantage de mixité, quitte à territorialiser les enveloppes. Je vais peut-être ajouter une proposition qui me semble
importante, que l'on fera d'ailleurs, nous, devant... on va être auditionné, la Fédération nationale des DDEN, disons par la Commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale, le 25 octobre, sur la question du financement des enseignements privés. Voilà, c'est, je pense, c'est sans doute en relation avec le recours qu'on a déposé contre le ministre et le secrétaire général de l'enseignement catholique devant le Conseil d'État. Voilà, avec d'autres organisations laïques qui sont, par exemple, le Comité Laïcité République, Unité laïque, Égale, Égalité Laïcité Europe, hein, c'est égal, l'UFAL, et puis le Grand Orient de France, avec les DDEN. Donc, on a déposé ce recours. Alors, on va demander qu'on puisse calculer, en fin de compte, le gain en poste si on mettait à l'école primaire déjà, disons, tous les jeunes dans la même école. Donc, juste un calcul, disons, de ce type-là, parce qu'on l'a fait pour un département, celui de l'Aveyron. Il y a une concurrence, disons, dans 65 communes de l'Aveyron, et avec les mêmes taux d'encadrement, si on regroupait les élèves dans la même école, eh bien, on obtient un gain de 144 postes. 144 postes. On va demander à la commission de s'atteler à ceci, alors qu'on manque beaucoup d'enseignants. Eh bien, combien coûte ce dualisme scolaire, alors que on constate que dans 2 communes, deux familles, bien mettent un enfant dans l'école publique et l'autre dans l'école privée. Ces enfants, dans ces communes, souvent des petites communes, eh bien avec des classes uniques des fois, ces jeunes qui se trouvent dans les mêmes associations dans la rue sont pas sur le même banc de l'école, et donc, eh bien qu'on nous calcule au moins ce que coûte aujourd'hui ce dualisme à puissance publique. Et on verrait là qu'il y a sans doute un gain de poste important qui permettrait d'ailleurs, parce que les collègues qui ont fait ce calcul, avec, disons, les effectifs réels, eh bien, ils disaient, si on met un poste supplémentaire ou un demi-poste par école, ils gagnent encore 80 postes. Et donc, pour l'ensemble de la population scolaire, on améliore le fonctionnement et on gagne considérablement. Et quand tout à l'heure, Pierre, tu nous disais que c'est 8 milliards et demi, ça ce n'est que le budget de l'État, parce que il y a le budget des collectivités locales qui est sans doute plus conséquent. Et c'est, disons, autour de 15 à 16 milliards au total avec les collectivités locales. Donc, vous voyez que c'est énorme. Et tout ceci pénalise l'ensemble de la population scolaire, pas seulement, disons, le public, mais public et privé. Merci. Je reprends ton allusion sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est absolument passionnant. Moi, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, ChatGPT, de me rédiger des amendements pour le Sénat. Alors, ils étaient parfaits et très macroniens. Totalement raccordiens. Ça m'a rassuré, parce que si ChatGPT avait fourni des amendements de gauche, je me suis dit qu'il y aurait eu un problème, voilà. Mais ça m'a inquiété, parce que vous savez bien, l'intelligence artificielle, elle est intelligente par sa capacité à prendre énormément d'informations et d'un point de vue statistique à sortir finalement ce que pourrait être la moyenne. Donc cette petite expérience montre quand même que il y a une emprise sur les connaissances, sur la façon de penser des idées néolibérales qui est extrêmement importante. Et ça peut naître la société, mais aussi l'éducation, de façon très très forte. Et je pense que une des choses essentielles qu'il faudrait enseigner aujourd'hui, notamment dans la lutte contre l'utilisation haineuse des réseaux sociaux, c'est l'esprit critique. Et là, on revient à ce qu'a été le programme de Condorcet, qui est tout à fait fondamental.
Ensuite, je crois qu'il ne faut pas tout demander à l'école. Et l'école ne pourra pas corriger des ségrégations sociales qui sont arrivées aujourd'hui à des niveaux qui sont plus supportables. Donc, un plan pour l'école, il doit nécessairement être un plan pluriministériel. On peut pas traiter l'école toute seule, il faut la traiter avec l'accès au logement, avec la ségrégation spatiale, avec l'accès à la santé, qui est fondamental. Et ça demande beaucoup de choses. Pour finir sur ce point, je pense qu'il faut revenir à ce que disait Ferdinand Buisson, et qui considérait que l'école de la République, elle doit fabriquer des républicains. Et sauver l'école, c'est réaffirmer le projet républicain. Considérer que l'école est au service du projet républicain tel que nous le partageons. Je pense que ce qui manque aux élèves, aux enseignants et aux parents, c'est cet horizon d'attente, ce projet collectif vers lequel on doit tendre par la formation et par l'éducation. Je crois que il faut redonner du sens à l'éducation. Je pense que ça, c'est tout à fait fondamental. Et ça sera un mot de la fin absolument parfait. Donc merci aux 3 intervenants pour cette table ronde, cette première table ronde des UGR. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour un temps de questions-réponses avec la salle. Je me tourne vers Anthony pour savoir quel est le programme pour juste après. On lance le film. Qui est dans la salle? Ici. Parfait, la pub est faite. Merci à vous.